Le problème de la Chine, justement, maintenant, elle a trop d'ambition. Elle veut dominer le monde. Avec le parti communiste au pouvoir, elle veut dominer le monde. Donc, elle veut absolument prendre Taïwan. En prenant Taïwan, si vous regardez la carte géographique, elle veut absolument avoir accès à l'océan Pacifique, dominer l'océan Pacifique, après surclasser les États-Unis et dominer le monde. Bonjour Monsieur François Wu Zhizhong. Bonjour. Vraiment merci de nous recevoir dans votre bureau. Et vous êtes ambassadeur de Taïwan en France. Voilà. Bon, ce nom ambassadeur souvent n'est pas reconnu et puis il y a des gens qui refusent de le prononcer en disant que je suis simplement représentant ou même encore baisser le niveau en disant que je suis directeur du bureau de Taipei en France. Mais je dois d'abord dire une chose, je suis ambassadeur à plein temps, nommé par une grande démocratie, Madame Tsai Ing-wen, qui est la première femme présidente du monde sinophone. Et donc, le fait de ne pas être reconnu en France n'empêche pas d'avoir le titre ambassadeur. Alors, par politesse ou par soutien des valeurs, des convictions démocratiques, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent ambassadeur quand même. Voilà, c'est à peu près un conflit qui se présente tout le temps, mais moi je pense que j'arrive à convaincre de plus en plus de personnes de regarder cette situation et puis de considérer Taïwan quand même un État souverain qui a de très belles performances, non simplement dans les valeurs, mais aussi dans des critères économiques, d'égalité sociale, de tous les domaines qui composent les éléments pour former un État. Mais justement, vous avez parlé de la situation de Taïwan, justement, ça c'est à cause du gouvernement chinois. Bien sûr, c'est-à-dire le fait que la plupart des pays du monde ne peuvent pas reconnaître Taïwan, c'est parce que la Chine menace tout le monde. La Chine, maintenant, c'est une grande puissance, la deuxième puissance économique du monde. Aussi, la Chine, c'est une grande culture, une grande civilisation, je crois que tout le monde reconnaît. Là, personne ne nie le rôle joué par la Chine. Mais la Chine, le problème de la Chine, justement, maintenant, elle a trop d'ambition. Elle veut dominer le monde. Avec le parti communiste au pouvoir, elle veut dominer le monde. Donc, elle veut absolument prendre Taïwan. Et il suffit de regarder la situation. Je disais tout à l'heure, tout le monde reconnaît que maintenant la Chine est une grande puissance, elle a son statut de grande puissance, on les respecte. Alors pourquoi prendre Taïwan? Parce que Taïwan ne fait pas partie de la Chine depuis très longtemps. Hein. Ça peut monter, si nous remontons jusqu'au traité de Shimonoseki de 1895, ça fait 126 ans que Taïwan n'est plus sous le contrôle d'un gouvernement chinois. Alors, entre-temps, la Chine actuelle s'est développée, est devenue une grande puissance. Donc, encore une fois, la raison pour laquelle, pourquoi prendre Taïwan? Elle peut devenir une puissance de toute façon sans Taïwan. Et pourquoi la prendre? Et pourquoi mettre tant de monde en difficulté? Tout simplement parce qu'en prenant Taïwan, si vous regardez la carte géographique, elle veut absolument avoir accès à l'océan Pacifique, dominer l'océan Pacifique, après surclasser les États-Unis et dominer le monde. Et on voit très bien maintenant, il y a beaucoup de conflits idéologiques. La Chine prétend dire que c'est leur système qui fonctionne le mieux, veut les imposer dans le monde entier. Donc regardez les 2 années du passé, pendant cette crise du Covid-19, la Chine avec sa diplomatie des masques, sa diplomatie des vaccins, à rigoler à rigoler sur le système démocratique du monde occidental en disant mais votre système ça ne fonctionne pas, c'est la nôtre qui fonctionne mieux. Et encore maintenant, si vous regardez la politique du Covid-0 en Chine, il se veut distinguer de la politique des autres pour encore montrer, pour dire non, vous voyez, c'est le système chinois qui fonctionne le mieux. Donc cette ambition-là, je pense, on doit s'inquiéter. Et c'est aussi là que Taïwan a besoin de la solidarité mondiale. Et voilà, donc encore une fois, c'est vraiment une question mondiale, une question qu'on doit mettre beaucoup d'attention et qu'on doit regarder sérieusement. Ok, justement, aujourd'hui notre sujet c'est la menace de la Chine sur Taïwan et aussi sur le monde entier.
En atterrissant à Taïwan tard dans la nuit de mardi à mercredi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a défié les menaces de la Chine et est devenue le plus haut responsable américain à mettre le pied sur l'île démocratiquement gouvernée depuis un quart de siècle. À son arrivée, Pelosi a publié une déclaration affirmant que la solidarité de l'Amérique avec l'île est, je cite, « plus importante aujourd'hui que jamais alors que le monde est confronté à un choix entre autocratie et démocratie ». Et les supporters autour de l'aéroport ont dit à NTD qu'ils lui sont reconnaissants d'avoir tenu tête à Pékin. Le Parti communiste chinois tente impitoyablement de marginaliser Taïwan sur le plan international, mais la présidente de la Chambre des représentants, Pelosi, est prête à défendre Taïwan contre vents et marées. Cette visite a suscité une réaction furieuse de la Chine qui revendique Taïwan et a menacé à plusieurs reprises de l'annexer par la force. Les médias d'État ont rapporté que des jets chinois traversaient le détroit de Taïwan au moment où Pelosi arrivait. Et quelques minutes après l'atterrissage de son avion, l'armée chinoise a annoncé qu'elle effectuerait des exercices à balles réels autour de l'île. Ce jeudi 4 août, la Chine a lancé justement des exercices militaires autour de l'île de Taïwan. Et certains disent que c'est vraiment une provocation des États-Unis, de la part des États-Unis. Et c'est des actions irresponsables. Alors, quel est votre avis? Vous savez, c'est comme un homme, des fois, dans le passé, veut violer une femme. Et on l'accuse et dit « Ah, c'est pas ma faute parce que la femme est trop belle. Donc, la provocation vient de ces belles femmes. Il ne faut pas que la femme soit trop belle. » Regardez, la menace vient d'où? De la Chine. C'est qui est en train de déployer des armes? C'est la Chine. Et c'est quoi la source de la provocation américaine? C'est tout simplement une rencontre. Les Américains n'ont rien officialisé comme relation avec Taïwan. En plus, c'est une rencontre venant d'un représentant du peuple. Là, on est au XXIe siècle quand même. Il ne faut pas aller trop loin. Donc les Chinois, je veux dire, le parti au pouvoir, M. Xi Jinping, il est encore au XIXe siècle. Donc, c'est-à-dire, on peut bien regarder, par exemple, la déclaration des ministres des Affaires étrangères du G7. Ils ont qualifié l'action chinoise irresponsable, injustifiée et agressive. Donc, encore une fois, moi, pareil, je n'accepte pas du tout cet argument chinois en disant que ce sont les Américains qui ont provoqué. Moi, je pense que c'est plutôt la Chine qui provoque tout le monde et qui crée de l'instabilité dans la région. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'ambassadeur chinois a parlé de la rééducation. Et rééducation, ça nous choque, ça nous ramène à la période des nazis, des camps de concentration, de rééduquer tout le monde. Donc encore une fois, je pense qu'il faut bien voir les choses. Même, je sais qu'en France, beaucoup de gens ont des opinions sur les États-Unis, mais il faut bien voir d'où vient la source de cette instabilité et c'est qui est vraiment la source de provocation pour détruire la démocratie du monde. Donc, d'après vous, justement, c'est vraiment cette visite de Nancy Pelosi, en fait, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. En effet, il y a une chose qu'il faut vraiment tenir compte. C'est-à-dire, si Nancy Pelosi ne vient pas, eh ben, comment le monde va regarder cette situation? Déjà, Xi Jinping, le président chinois, va crier victoire. Il dit, regardez, on a fixé une ligne rouge et les Américains se sont soumis. Le gros problème, on ne peut pas laisser la question. On ne peut pas laisser la Chine définir la ligne rouge de l'humanité. En 1996, c'était aussi une crise militaire du détroit de Taïwan, parce qu'à Taïwan, on avait eu la première élection présidentielle du monde sinophone. Les Chinois ont dit c'est une ligne rouge. Vous voyez, une élection présidentielle, c'est une ligne rouge. Et donc c'est à eux de décider. Ils ont fait des exercices de tir de missiles sur Taïwan. À chaque fois, c'est la Chine qui dit « ça, il y a une ligne rouge ». Cette fois-ci, avec la visite de Nancy Pelosi, je dois encore vous dire, ce n'est pas la première fois. En 1997, il y a eu la visite du speaker aussi de la Chambre
de la Chambre des représentants américaine, Gingrich, qui est venu, à l'époque, la réaction chinoise n'a pas été aussi forte. Et maintenant, parce que la Chine est devenue puissante et M. Xi se veut empereur à vie, maintenant a décidé d'accélérer cette ambition de dominer le monde, maintenant il dit maintenant il y a une ligne rouge qui avance un petit peu et c'est inacceptable. Vous voyez? Donc c'est ça qui est en jeu. Ne pas laisser la Chine fixer la ligne rouge ou définir ce qui doit se faire ou ce qui ne doit pas se faire. Donc on peut dire, est-ce que la cause profonde, le problème profond de la Chine, c'est Taïwan, c'est un pays démocratique. En fait, ils ne supportent pas la liberté, là où il y a la liberté et la démocratie. Pour eux, c'est-à-dire tant que ce système existe, s'ils peuvent, à côté de leur puissance ou la force, ils veulent tout faire pour écraser. Je crois que c'est aussi une des raisons pour laquelle la Chine veut absolument écraser Taïwan. Nous avons vu la Chine avait tenu une promesse pour Hong Kong. En 1997, Deng Xiaoping avait dit que la Chine allait garantir un pays de système pour Hong Kong. Maintenant, en 2019, c'est même pas la moitié des 50 ans que la Chine avait promis. Ils ont détruit la démocratie de Hong Kong. Moi, je pense que la Chine est aussi en crise profonde. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont très peur de la démocratie parce que, moi je pense, chercher la liberté, chercher la démocratie, ça appartient à la nature de l'être humain. Donc les Chinois ne sont pas exceptionnels sur ce point-là. Les Chinois, regardez, pendant ces dernières années passées, c'est aussi parce que la Chine, depuis Deng Xiaoping, avait entrepris une politique libérale. Donc là, ça a permis au potentiel des Chinois de bien c'est-à-dire travailler et de les créer ce potentiel et qui a fait de la Chine une grande puissance du monde. Mais bien sûr, quand le potentiel d'être humain se développe, il commence aussi à avoir ses idées. Et là, je pense que c'est quelque chose que la Chine, surtout M. Xi Jinping, le Parti communiste chinois, ne supporte plus. Donc, encore une fois, moi, je suis d'une certaine façon d'accord avec vous. Hein, c'est vraiment cette valeur de démocratie qui fait peur au système communiste chinois. Donc, par exemple, à Taïwan, c'est pareil. Taïwan a pu prouver que dans un monde sinophone, la démocratie, la liberté, la transparence, ça fonctionne très bien. Donc, avec la crise du Covid-19 qui était apparue en 2020, Taïwan, les 2 premières années, était un modèle, était exemplaire. Donc, on a parfaitement prouvé que le monde sinophone peut très bien coexister. Ça peut même mieux fonctionner que le monde occidental avec des valeurs démocratiques. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très grave pour M. Xi Jinping. Parce que pendant ces dernières années, la propagande, tout ce qu'ils ont fait, le lavage de cerveau sur la plupart des Chinois, c'est que pour la Chine, il y a un seul système qui peut fonctionner, c'est le Parti communiste chinois. Mais là, on a prouvé le contraire. Taïwan, c'est un pays sinophone. Taïwan ne fait pas partie de la Chine, mais la Chine fait partie de Taïwan. Le bon côté de la culture chinoise fait partie de Taïwan. C'est un fait. Il y a beaucoup des ancêtres de Taïwan qui viennent de Chine. Nous n'avons pas simplifié les caractères chinois. C'est la Chine. Vous savez, pour moi, c'est la Chine qui a plutôt, enfin pas la Chine, mais je veux dire le Parti communiste chinois qui a plutôt oublié ce qui est du passé et qui change vraiment le bon côté de la Chine. Donc, vous et moi, nous écrivons chinois. Le mot amour en Chine, il n'y a plus de cœur. Nous, on garde le cœur. Le ai, il n'y a plus de cœur. Il au sin. Le mot chéri, Qinai de Qin, en Chine, il faut plus se voir pour être ma chérie, mon chéri. Chez nous, il faut se voir. Se voir, c'est très important. Donc moi, je pense que Taïwan a pu garder vraiment de très bonnes choses de la culture chinoise et c'est ça que la Chine ne supporte plus. Bon, alors, ils veulent le détruire, et je pense que c'est certainement quelque chose qui est menaçante, qui menace aussi la grande civilisation sinophone. Ouais, justement, vous avez vraiment entièrement raison et ça me fait penser justement, on a le même ancêtre, on partage la même culture et en Chine, ça me fait penser, les pratiquants de Falun Gong, souvent c'est une pratique de Bouddha en fait, mais en Chine, les pratiquants sont persécutés. Mais à Taïwan, oui, c'est ça, ils sont libres. Il y a 300 000, c'est ça, à peu près 300 000 pratiquants de Falun Gong, ils sont libres de pratiquer, ils peuvent libres croire et penser. C'est un bon exemple que les Chinois, quand même, on peut vivre autrement. Tout à fait. À Taïwan,
Taïwan est là pour prouver que le monde sinophone peut vivre autrement. Alors, vous l'avez dit, que nous partageons certaines cultures, mais encore une fois, à Taïwan, il n'y a pas que ça. C'est ça qui est la beauté de Taïwan. C'est vraiment la force de la diversité. Donc, vous avez évoqué Falun Gong, bien sûr, mais il y a aussi les chrétiens qui ne sont pas persécutés à Taïwan. Le bouddhisme, les musulmans, tout ça, ils ont leur liberté de croyance chez nous. Donc, encore une fois, nous partageons beaucoup de choses avec le monde entier, surtout Taïwan est un exemple pour le monde durable. La diversité appartient à l'humanité. C'est vraiment la base, ce qui est le plus précieux de l'humanité, c'est de permettre à chaque être humain de penser librement et de créer de travailler sur son potentiel pour un meilleur futur. Le problème de la Chine, c'est qu'il veut limiter tout ça, et tandis qu'à Taïwan, je ne peux pas dire que tout est permis, parce qu'il y a quand même un ordre, mais je veux dire, il y a la liberté, il y a la démocratie, il y a la transparence, tout se peut discuter. À Taïwan, il y a aussi des gens qui sont pour l'attachement avec la Chine. Hein. Là, vous le savez très bien. Là, avec la visite de Nancy Pelosi, il y a aussi tous ces pro-chinois qui ont manifesté pour refuser la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Ils n'ont pas été mis en prison. Donc, encore une fois, je pense que le monde doit voir vraiment très clair ce qui est en train de passer dans le détroit de Taïwan et essayer de prendre la responsabilité chacun. Donc on est bien d'accord, ce n'est pas une provocation de la part des États-Unis. Non, pas du tout. Parce que de toute façon, quand on regarde l'exemple de Hong Kong, personne n'a provoqué la Chine, mais il a tout fait pour éclater Hong Kong. Même pour les autres violations de droits de l'homme, personne n'a vraiment provoqué la Chine, mais elle a tout fait. Ouais. Donc, est-ce que pour vous, c'est vraiment la fermeté, c'est-à-dire cette position ferme vis-à-vis de la Chine, justement aux côtés des États-Unis, ça peut vraiment sauver Taïwan, peut vraiment maintenir la sécurité de Taïwan? Alors, c'est pas simplement, il ne faut pas tout le mettre sur les épaules des Américains. Encore une fois, les Américains aussi ne veulent pas faire la guerre contre la Chine. Donc je pense que ce qui va sauver Taïwan, ce n'est pas tout simplement cette action venant des États-Unis, mais ce sera la solidarité des grandes puissances démocrates, aussi de tout le peuple de la planète qui sont raisonnables et qui croient à la démocratie. Donc nous tenons beaucoup aussi aux déclarations de la France, de l'Europe, du G7. Donc vous voyez, le G7, je viens de mentionner tout à l'heure, les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont prononcés pour soutenir Taïwan. Il y a aussi le ministre des Affaires étrangères allemande qui avait aussi répondu à New York que l'Allemagne n'allait pas permettre à la Chine d'une grande puissance d'engloutir un petit pays. Je crois qu'il y a eu aussi en France, par exemple, le soutien de EELV, c'est-à-dire le Parti vert en France, qui a fait un communiqué et qui dit il condamne cette action chinoise et soutient la démocratie de Taïwan. Donc le soutien vient de tous les parts. Et c'est ça, moi je pense, qui va... D'accord, garantir la sécurité, mais je pense que c'est plutôt garantir notre futur, préserver notre futur, le futur de l'humanité, basé aussi sur la diversité culturelle, basé sur le développement durable, basé sur un futur commun de la planète, de tous les êtres humains. Et les exercices militaires qui a lancé le 4 août, normalement c'est censé durer 3 jours. Ouais. Et finalement c'est duré 3 heures. Ouais. Donc, comment vous pensez ça? C'est-à-dire, est-ce que la Chine, au fond, elle n'ose pas de vraiment lancer la guerre? C'est juste pour faire semblant? Enfin, je ne veux pas dire qu'elle n'ose pas, parce que dans la tête d'un dictature, tout est permis. Donc, il peut faire des décisions irraisonnables. Donc, mais d'un autre côté, la Chine aussi est réaliste. Donc, encore une fois, moi je pense que c'était la réaction mondiale qui ont fait que la Chine a pris une telle décision de faire durer que 3 heures. Mais la Chine est aussi très intelligente, donc il veut faire payer Taïwan. Donc après la fin de ces exercices, ils ont envoyé 68 avions militaires pour dépasser la ligne médiane du détroit de Formose.
Ils sont en train aussi d'arrêter beaucoup de discussions avec les Américains sur les discussions du changement climatique, tout ça. Vous voyez, donc, la Chine choisit bien, choisit intelligemment son ennemi, son objectif, et il veut peser la puissance de son État sur ces décisions-là. Donc avec Taïwan, la Chine, bien sûr, est plus puissant. Avec les Américains, c'est vous montrer, bon, maintenant ils sont en concurrent, mais encore une fois, si nous revenons à une solidarité mondiale, ben, la Chine ne pèse plus ce poids-là. Donc c'est pour ça que j'appelle le monde à avoir une solidarité, à travailler ensemble, faire face à cette menace grandissante, et comme ça on va sauver la planète, on va sauver le futur. Et là, tout à l'heure vous parlez justement de l'ambassadeur de Chine. Dans l'interview. J'ai parlé d'un ambassadeur, je n'ai pas dit le nom. Hein. Oui, l'ambassadeur de Chine en France, justement, dans l'interview chez BFM, j'aimerais juste vous faire écouter 3 points parce que j'aimerais savoir les 3 points sur lesquels, quelle est votre réaction? Au niveau de la souveraineté, Taïwan fait partie de la Chine. 181 pays dans le monde reconnaissent que Taïwan fait partie de la Chine, y compris les États-Unis et la France. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt la Chine qui fait partie de Taïwan, pas Taïwan qui fait partie de la Chine. Le parti communiste en Chine n'a jamais mis les pieds sur Taïwan. Pas une seule seconde, on a été sous contrôle de ce régime chinois. Comment eux peuvent nous réclamer? Donc, encore une fois, de ma part, je considère Taïwan comme un pays souverain, certainement pas reconnu par la France et les États-Unis, mais ce n'est pas le plus important. Je remonte même encore plus loin, c'est-à-dire à l'époque des esclaves, quand les esclaves n'étaient pas traités par égalité. Est-ce que maintenant, quand on regarde, on dit ben, ces esclaves ne sont pas des êtres humains? Ben, moi, je pense que c'est parce qu'à l'époque, ils n'ont pas été bien traités et ce n'est pas la faute de l'esclave. Après, ils ont eu raison, ils sont devenus comme les autres. Maintenant, Taïwan n'est pas traité d'égalité comme les autres, mais nous remplissons tous les critères d'un État. Il y a certains États qui ont choisi de nous reconnaître. Il y a certains États qui ont choisi d'avoir certains niveaux de relation avec Taïwan. Moi, je pense s'il y a des États qui n'ont pas décidé de nous reconnaître, ce n'est pas le problème de Taïwan. Ça, c'est leur problème, parce que, encore une fois, on ne peut pas choisir Taïwan, c'est un modèle, Taïwan, c'est une grande démocratie, Taïwan a bien fait tout, mais après, on veut les semi-conduire Taïwan, mais après, est-ce qu'on peut discuter avec... Ah non, je ne peux pas discuter avec vous. Ce n'est pas notre problème. Après, c'est le problème des autres États. Donc, encore une fois, ce que M. Liu a dit, je suis entièrement désaccord avec lui. Et puis après, on laissera comment le monde va évoluer. Ok. Et là, le deuxième point, je vais vous faire écouter. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, la plupart de la population de Taïwan sont pour la réunification. Mais pourquoi maintenant ils sont contre? C'est parce que le Parti démocratique progressiste a fait beaucoup de propagande anti-chinoise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, est-ce qu'il y a 20 ans, 10 ans, la plupart des Taïwanais sont pour la réunification? Alors, je pense, M. Liu Xiaoye doit penser qu'est-ce que le Parti communiste chinois a fait. Il y a 20 ans, les Hongkongais considèrent aussi, eux, faisant partie de la Chine. À l'époque, les Hongkongais n'aimaient pas trop ce qui se passait à Taïwan, et ils disaient, il y en a comme beaucoup qui disaient, bah, ce sera un nouveau futur, avec la promesse de Deng Xiaoping. 20 ans après, on fait un sondage, presque toute la jeunesse hongkongaise refuse l'identité chinoise. Il ne faut plus le demander à lui. D'accord, donc c'est pas vraiment le cas. Déjà, ce n'est pas vraiment le cas. Mais l'autre chose, si on compare avec Hong Kong, moi j'aimerais bien lui demander pourquoi en 1996, la plupart des Hongkongais étaient pour la Chine populaire et pourquoi 20 ans après, ils sont tous contre la Chine. C'est plutôt eux qui doivent réfléchir à cette question, pas nous. Donc moi je pense que ce que Taïwan cherche à faire, c'est vraiment de préserver notre système démocratique. On n'est pas arrogant, on est modeste, on a fait preuve que la démocratie, ça fonctionne,
Et par hasard, par accident, on est devenu un modèle en disant mais la démocratie, ça peut bien fonctionner pour gérer la crise du Covid-19. J'ai souvent été posé comme question, est-ce que vous craignez? Bien sûr, nous craignons face à la Chine, mais il n'y a pas que nous. Posez aussi la question à vous-même. Si Taïwan est pris par la Chine, quel sera le futur du camp des grandes puissances démocratiques? Donc moi je crois que c'est ça aussi qu'il faut essayer qu'il faut qu'on regarde sur ce point de vue-là. Vous pensez que c'est possible, il y aura un référendum à Taïwan pour justement à ce sujet de réunification? Mais ça n'existe pas. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Il n'y a pas de... Plus on parle d'unification, de réunification, plus on donne raison à la Chine d'attaquer Taïwan. Il n'y a pas d'unification ni de réunification parce que Taïwan n'a jamais appartenu à ce pouvoir. Alors, Taïwan, dans le passé, a appartenu à l'Empire Qing, bien sûr, mais il n'y a pas que l'Empire des Qing. Il y a aussi le Japon, il y a aussi les Européens qui ont été chez nous. Donc, Taïwan est riche de diversité. Donc, il n'y a pas d'unification ni de réunification. Il n'y a pas ce problème-là. Il n'y a pas non plus un problème de déclaration d'indépendance. Taïwan va tout faire de ne pas provoquer la Chine, mais il y a aussi un fait de l'autre côté. On est un État souverain et le nom officiel de Taïwan, c'est la République de Chine. Bien sûr, ça a un rapport avec la Chine. Bon, mais c'est tout simplement comme ça. C'est tout simplement comme ça. Donc, la République de Chine ne va pas être unifiée avec la République populaire de Chine. Non, ça c'est. Il y a deux États de toute façon. Ok, donc le sujet n'existe pas de toute façon. Non, ça n'existe pas. Il n'y aura pas de référendum là-dessus. Ok, donc le troisième point justement, c'est que vous avez aussi évoqué tout à l'heure, là c'est sur la rééducation, je vais quand même faire écouter. Mais vous-même, vous m'avez parlé de rééducation de la population de Taïwan, donc vous voulez la réendoctriner. La réunification, on va faire une rééducation. Je suis sûr qu'à ce temps-là, la population de Taïwan deviendra encore favorable à la réunification, deviendront encore patriotes. Et comme vous dites, la rééducation, pour moi en tout cas, en tant qu'une chinoise, ce mot, c'est vrai que ça me fait penser tout de suite le camp de travail en fait. Le camp de travail, à l'époque. Lavage des cerveaux. Donc, pendant la révolution culturelle. C'est ça. Et je ne sais pas, pour les Taïwanais en fait. C'est pareil. Quand vous entendez ce mot, est-ce que ça vous On a appris l'histoire. Donc maintenant ça crée une telle polémique aussi au sein de Taïwan. Donc je crois que ça a contribué encore aux Taïwanais de résister à cette menace chinoise. Moi-même, j'ai fait mes études en France, je suis satisfait, la France m'a ouvert les yeux, j'en suis très reconnaissant, je n'ai pas besoin d'être rééduqué par la Chine, de la pensée unique, c'est tout ce que je refuse. Avant, quand j'étais venu en France en 1989, Taïwan était encore un système dictatorial, donc je sais ce que c'est. Donc, de pensée unique, après, d'ici, pour apprendre, c'est-à-dire de voir ce qui est la démocratie, la liberté, tout ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus merveilleuse de ma vie. Après, pour dire qu'on va me rééduquer pour retourner à cette période qui a simplement la pensée unique, je peux vous dire que 95% des Taïwanais le refusent. Justement, quand on parlait de ça, de lavage de cerveau, j'aimerais savoir, parce que le Parti communiste chinois est très fort pour s'infiltrer, pour vraiment influencer la pensée. Est-ce qu'à Taïwan, d'après votre observation, il y a quand même cette infiltration du Parti communiste chinois? Certainement. Donc c'est un grand défi à Taïwan qui va essayer de traiter. Parce qu'en même temps, on garantit aussi la liberté d'expression. Donc chaque individu peut penser ce qu'il veut. Donc certainement à Taïwan, nous ne nions pas qu'il y a des gens qui sont pour le rattachement de Taïwan à la Chine, qui refusent aussi la politique de Mme Tsai Ing-wen actuelle, qui critique très fort. Il y a même des médias qui sont comme ça. Donc d'un côté, c'est garanti par Taïwan, cette liberté d'expression, la liberté des médias, mais de l'autre côté, on doit aussi songer s'ils ne sont pas soutenus par la Chine, et puis qui sont là vraiment pour détruire notre système démocratique. C'est pas ça. Encore, il y a une chose, c'est un bon sujet qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup avec la France, les États-Unis, l'Europe, tout ça, parce que je pense que c'est la même chose chez vous. Je veux dire, en France, l'infiltration de tous ces pensées venant de l'extérieur qui essayent d'affaiblir le camp démocratique, parce que là, leur but, c'est en affaiblissant le camp démocratique,
de l'autre côté, même ne sont pas mieux, mais ça les renforce. Donc il y a une lutte vraiment dans le monde enfin, je veux dire, il y a vraiment un grand défi, peut-être pas jusqu'à une lutte, mais un grand défi sur cette question-là, et qu'on peut le partager avec le monde démocratique. Pour les Taïwanais, par exemple à Taïwan, est-ce que vous pensez justement Taïwan est le leader mondial justement dans le domaine semi-conducteur. Est-ce que c'est vraiment grâce à ce système démocratique qui donne la chance les Taïwanais qui puissent vraiment librement penser, librement créer, librement inventer pour aller plus loin dans beaucoup de choses, en fait, dans beaucoup de domaines? Alors, ce que différencie la Chine et Taïwan, ce n'est pas simplement le système politique. C'est très important, ça. Mais il n'y a pas que ça. Je dois dire, parce que si vous regardez l'histoire de Taïwan, eh bien, ce n'est pas simplement la pensée démocratique, c'est aussi une sorte d'identification de soi-même, comment nous regardons nous-mêmes. Et puis, les Taïwanais aussi... Parce que là, je dois dire, on ne peut pas dire, par exemple, ce qui différencie les Britanniques et les Américains. C'est géographiquement, c'est quoi qui différencie les Britanniques et les Américains? Ou ils parlent tous anglais, mais ils sont différents. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement ce système démocratique. Il y a aussi une identification nationale qui a fait que Taïwan maintenant se considère comme uniquement taïwanais. D'accord, on parle chinois, bien sûr, mais ça ne veut pas dire, parce que le chinois, il a un sens, la Chine, tout ça, ou le chinois, il y a un sens politique. Donc, ce n'est pas seulement politique, il y a aussi social, il y a aussi tout cette, par exemple, pensée pour le mariage pour tous, par exemple, à Taïwan, il a été soutenu. Donc, ce n'est pas simplement ça. Alors, est-ce que c'est le système démocratique qui avait créé le savoir-faire de Taïwan sur les semi-conducteurs? Certainement, une partie, mais d'autres choses, c'est aussi, moi je pense, il y a aussi ce qui est très très intéressant. Vous savez, les semi-conducteurs, ce n'est pas un produit final. Les produits finaux, par exemple, c'est Apple, c'est voiture Renault, c'est voiture Peugeot, c'est Tesla des États-Unis, et le semi-conducteur, c'est un des composants. Le TSMC, il y a un an, personne n'en connaissait, même si c'était une grande entreprise. Donc ça ressemble un petit peu à la culture taïwanaise de ma part quand je regarde ça. C'est-à-dire sans nom, mais qui joue un rôle important, sans avoir le nom. Ce qui est connu à Taïwan, souvent, ce ne sont pas des grandes marques. Taïwan, dans le passé, comme on n'a pas été traité de façon d'égalité dans le monde entier, il n'y a pas vraiment de grandes marques taïwanaises. Là, au Japon, il y a Sony, il y a Panasonic, il y a Toshiba, il y a tout. Chez les Coréens, il y a Samsung, il y a Hyundai. En France, il y en a encore davantage. Il y a Louis Vuitton, il y a plein de choses. Mais à Taïwan, c'est difficile de prononcer. Il y a, par exemple, le vélo géant, mais HTC, mais HTC n'est plus tellement grand. Donc, ça correspond aussi un petit peu à la culture de Taïwan. Ce que Taïwan s'est développé dans le passé, c'est de pouvoir contribuer, de jouer un rôle clé dans l'ensemble du produit. Alors, dans l'ensemble du produit, c'est parce que là, HTC, ça c'est un produit commercial, mais maintenant, je parle du rôle de Taïwan, c'est dans l'ensemble du développement de l'humanité. Donc, Taïwan joue un rôle crucial et important, un rôle de clé. Et les deux, je trouve, c'est un peu, il y a une certaine ressemblance entre les deux choses, les deux sujets. Et pour les Français qui pensent qu'en fait, le modèle chinois n'est pas si mal que ça, que voulez-vous leur dire? Il peut aller vivre en Chine et puis changer de nationalité. Et après, je les conseille de changer de nationalité. Pas simplement vivre en Chine, mais changer de nationalité pour devenir chinois. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir.